avec notre invité, Louis Magloire Kiemayo. Nous allons juste nous poser une question. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on a un recul de démocratie? Louis Magloire Kiemayo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci de m'avoir reçu. Je suis sur votre plateau et jusqu'à présent, tout va bien. Ok, tout va bien chez nous également. En tout cas, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on peut parler de recul de démocratie? Oui. Je crois qu'on ne peut pas généraliser les cas parce que tous les pays ne sont pas au même niveau. Les vécus historiques et démocratiques ne sont pas les mêmes. Vous prenez le Togo, par exemple, je n'ai pas l'impression que c'est moins démocratique qu'il y a 15 ou 20 ans. Vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est pas la même histoire. Le Ghana ou le Cap-Vert vivent des histoires démocratiques et politiques qui ne sont pas similaires. En revanche, le point sur lequel je peux être d'accord avec vous pour dire qu'on peut avoir l'impression, parce que c'est une question de perception également, qu'il y a un recul démocratique, c'est que sur les troisièmes mandats, par exemple, on a quand même un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest qui sont atteints par ce virus-là. Vous prenez la Côte d'Ivoire, ça a été le cas avec Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat. Vous prenez la Guinée-Conakry, c'est également le cas. Vous prenez le Mali, il y a eu un coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, on a certains cas dans lesquels on peut se poser la question de savoir si historiquement, les pays avancent ou reculent sur le plan démocratique. Mais je pense qu'il serait trop tôt et trop facile de généraliser la situation à l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a quand même de bons exemples. On finit par en avoir quelques-uns de pays qui sont vertueux, de pays qui pensent qu'il est important d'avoir des règles de jeu et de les respecter et de faire que tous les acteurs les respectent de la même manière les uns et les autres. Et quand on voit certains pays, on peut prendre les cas par cas. On peut commencer par le Sénégal qui a inquiété tout récemment avec cette marche des jeunes sénégalais. On peut en parler peut-être. Oui, on peut en parler. C'est-à-dire que on a eu le cas de la tentation du troisième mandat également avec le président Ouad, avant même que son successeur actuel, Macky Sall, arrive au pouvoir. Il a voulu obtenir un troisième mandat. Il a obtenu. Il a tordu la main à la Constitution pour obtenir ce troisième, pour obtenir le droit de concourir. Et finalement, il a été battu dans les urnes. Donc, c'est Macky Sall qui est venu au pouvoir. Et depuis un certain temps, il y a des rivalités politiques. Il y a des procès qui sont considérés comme politiques. D'abord, celui de Karim Wade. Ensuite, celui de Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar. Et puis, cette affaire Sonko, Ousmane Sonko, que vous relevez, dans laquelle on a l'impression que ça a été ourdi par le palais, par Macky Sall, pour empêcher Sonko de devenir président ou alors de prendre beaucoup trop de lumière et d'être un candidat sérieux à sa succession à la tête du pays. Personnellement, je pense que ce n'est pas le cas. Mais en raison de tout ce que les Sénégalais ont accumulé comme frustration sous le président Macky Sall, en raison des précédents qu'il y a eu, parce qu'encore une fois, le procès contre Karim Wade s'est terminé en eau de boudin, puisque on n'a pas eu une confirmation de la part d'une cour qui était libre et dans laquelle on avait la capacité de faire appel. C'est une cour ad hoc qui a été mise sur pied, qui a condamné le fils Karim Wade. Et puis finalement, il a été extradé vers le Qatar et il a dû partir avec une certaine compensation versée au gouvernement ou au président directement, ce qui fait qu'il n'y a pas un parfum d'équité dans le procès dont il a été victime. Vous prenez le cas également de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. On est à peu près dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il est condamné, mais on n'a pas l'impression que le procès a été inattaquable sur le plan de l'équité. Et quand on a un troisième cas, on dit il n'y a jamais 203, mais le troisième cas était le cas de trop et il est venu s'ajouter à un tas de frustrations, à une situation sociale explosive, à une crise économique et une crise sanitaire qui rendent aujourd'hui les gens beaucoup plus tendus qu'ils ne l'étaient avant la crise. Et donc tout cela pour expliquer le soulèvement qu'il y a eu de la part des jeunes qui estiment qu'ils sont maltraités par leur gouvernement et notamment par leur président. Quand on prend un exemple qu'on peut qualifier de bon exemple, en Gambie, par exemple, il y a eu l'alternance politique finalement, nonobstant tout ce que Yaya Jammeh a fait voir à tout le monde. Oui, ça peut paraître surprenant parce que la manière déjà dont on a organisé l'élection paraissait très
enfin, ça sortait de l'ordinaire. On ne comptait pas avec les mêmes éléments qu'ailleurs. On comptait avec des billes, des choses de ce type-là. Ça paraissait presque sorti d'un autre âge. Voilà. Mais finalement, cela a permis d'avoir une certaine alternance. Le président a reconnu sa défaite, puis s'est rétracté. Il a voulu se maintenir au pouvoir. Et finalement, grâce à la CEDEAO, qui a fait pression, qui a fait une pression forte et efficace, le président Yahya Jammeh a cédé le pouvoir à celui qui a légitimement remporté cette élection. Donc on peut dire que même s'il y a eu de la mauvaise volonté, même s'il y a eu un certain archaïsme dans l'organisation des élections, finalement la Gambie a tenu son rang, elle a permis une alternance politique à la tête de l'État. Cette pression de la CEDEAO, on ne l'a pas forcément vue en Guinée-Conakry. C'est vrai, on n'a pas eu droit. C'est là où on se rend compte que finalement, les cas ne sont pas semblables. On ne peut pas interchanger les cas. Ce qui se passe dans un pays comme le Bénin, comme le Mali ou le Togo, ne peut pas être transposé automatiquement dans d'autres pays. Et c'est valable également de façon plus générale pour la démocratie. C'est pas parce qu'on a un modèle démocratique qui marche aux États-Unis qu'on peut l'exporter en Grande-Bretagne ou en Allemagne, voire en France. Donc cela amène à un peu d'humilité de la part de ceux qui estiment que les critères démocratiques sont détenus et remplis par certains, et d'autres sont des élèves qui peuvent être appliqués pendant un certain temps, moins appliqués, plus dissipés à d'autres époques. Ça doit être une histoire vécue à la fois de façon collective et un combat de tout le pays, de toutes les générations, pour garder cet idéal démocratique-là vivant. On l'a vu aux États-Unis avec le président Trump, qui a été élu démocratiquement, qui a perdu son élection, enfin qui a été battu par la suite quand il s'est présenté pour le deuxième mandat, et qui a failli faire vaciller la démocratie américaine. Donc ça signifie que c'est un combat de tous les jours. On ne doit pas dormir sur ses lauriers. On doit continuer à chaque fois de préserver les acquis démocratiques et de travailler pour améliorer les acquis qu'on a obtenus au fil des luttes. Justement, en parlant toujours de la Guinée-Conakry et peut-être de la Côte d'Ivoire, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les questions de troisième mandat. Mais quand vous interrogez ces présidents ou bien leurs proches, peut-être par exemple en Côte d'Ivoire, ils vous diront c'est le premier mandat d'une quelconque république. Oui, mais ne nous cachons pas derrière les mots. Personnellement, je ne fais pas de fétichisme en matière de démocratie. C'est-à-dire que pour moi, si on a choisi comme règle, comme c'est le cas en Allemagne par exemple, d'avoir un mandat illimité, c'est le droit du pays de choisir cela. Si le peuple n'y voit pas d'inconvénient, qu'on y aille. C'était le cas en France jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est sous Sarkozy qu'on a fait la limitation des mandats des présidents en France. Maintenant, dans le cas des présidents africains, qu'est-ce qui les oblige à faire la limitation de mandat? Absolument rien. Sinon la volonté de correspondre à certains critères qui ont été édictés par des partenaires techniques ou financiers à l'international. C'est tout. Maintenant, en interne, ce que les gens veulent, que vous soyez président pendant 15 ans, pendant 2 ans ou pendant 50 ans, ce que la population veut, c'est que vous teniez votre parole. D'une part, si vous avez dit que vous ferez 2 mandats et que vous ne vous présenterez pas à un troisième, à la fin de votre deuxième mandat, allez faire autre chose. Il y a une vie après la présidence, il y a une vie après la politique. Si vous avez fait le choix, en revanche, de servir votre pays et de rester dans le cadre de la Constitution, faites-le honnêtement parce que vous avez juré que vous respecterez cette Constitution et que vous la protégerez. Donc, pour moi, le vrai débat, il est celui sur la parole donnée qui doit être tenue. Si elle n'est pas tenue, il y a un problème. Et là, c'est pas un problème de Français ou d'Américains. C'est un problème national dans le pays où il se pose. Et ces paroles qui ne sont pas, qui sont données et qui ne sont pas respectées entraînent, lui, plus tard, des victimes. On les a vus en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Oui, malheureusement, on a vu en 2010, avec l'élection qui a permis à Alassane Ouattara de devenir président, qu'il y a eu une crise post-électorale très importante. Le pays avait déjà traversé plus d'une dizaine d'années de guerre, de conflits, et il y a eu 10 années supplémentaires pendant lesquelles il a fallu reconstruire le pays. Malheureusement, le reconstruire sur des tas de décès, des personnes qui ont été tuées. Actuellement, il y a le procès du bombardement de Bouaké qui est en train de se tenir. Tout cela ne ressemble pas à la démocratie. On n'impose pas la démocratie par les armes. On n'impose pas la démocratie par les embargos. On l'impose d'abord en respectant, en se comportant en démocrate, ensuite en respectant sa parole d'homme politique et d'homme tout court, ou de femme politique, pourquoi pas. Et donc, tant que cela n'est pas fait, malheureusement, ça conduit à des drames très importants, des décès. Il y a eu plus de 3000 morts dans le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aujourd'hui au Bénin, on n'est pas dans la même amplitude
d'habitude. On n'est pas dans les mêmes combats non plus. C'est pas un troisième mandat, ce n'est qu'un deuxième mandat. Mais vu que le modèle démocratique a été sapé, que le Bénin, qui était considéré comme le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest, s'est transformé presque en une mini-dictature, puisqu'il n'y a plus de candidats valables en face du président Talon. Il y a ce ressentiment également qui naît dans la population et qui grandit, qui fait que les gens descendent dans la rue pour se battre et obtenir un peu plus que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Et vous avez bien fait de parler du Bénin. Aujourd'hui, lui, Magloire Kimayo, le Bénin inquiète, et vous l'avez dit, c'était un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que le président Patrice Talon peut faire aujourd'hui? Il faut noter qu'il est réélu avec plus de 86% des voix. Il est réélu, tant mieux pour lui. Mais je crois que la première chose qu'il devrait faire, c'est s'intéresser véritablement à autre chose qu'aux chiffres économiques. Les chiffres, il s'est comporté en homme d'affaires. Je caricaturerais gravement. Je caricaturerais gravement en disant que c'est le Donald Trump du Bénin. C'est-à-dire, c'est un homme d'affaires qui a réussi dans les affaires, qui a financé pendant très très longtemps les campagnes des hommes politiques, qui a financé y compris leur train de vie, et qui à un certain moment a eu l'impression qu'il pouvait être l'homme de la situation. Les circonstances lui ont permis de le devenir, et il a été élu président de la République au détriment de Lionel Zinsou, qui était présenté comme le candidat de la France, qui venait prolonger le travail de Thomas Yahi-Boni, non pas dans l'intérêt des Béninois, mais dans l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale. Et donc on l'a très vite appelé Yovo. Le troisième candidat de l'élection, Sébastien Javon, lui a donné son soutien, et cela a permis que le président Talon soit élu. Or, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un président comme Talon, c'est de gérer le Bénin comme une entreprise, mais pas comme une entreprise personnelle. Les profits ne doivent pas être uniquement pour le président Talon. Ils doivent rejaillir. Il doit y avoir un ruissellement, comme certains ont dit, de cette réussite-là sur la population. D'abord en termes d'acquis sociaux, ensuite en termes de préservation du modèle démocratique du Bénin. C'est quand même le pays qui a tenu la première conférence nationale souveraine sur le continent africain après la conférence de la Bolle. Donc c'était important comme modèle, et je pense que casser ce modèle-là sur le plan démocratique et sur le plan social n'a pas été une bonne chose. S'il peut réparer cela, je pense que Patrice Talon rendra un fier service à son pays. Au Burkina Faso, on a vu des élections présidentielles organisées, et c'est le président actuel, Roch Marc Christian Kaboré, qui a gagné ces élections. Mais on avait une opposition qui a accepté comme du beurre le verdict des urnes, et puis Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, qui est aujourd'hui dans le gouvernement burkinabé. Je ne sais pas s'il faut s'en plaindre, en rire ou en pleurer. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso a connu lui aussi son espèce de printemps arabe. Le renversement du précédent président n'était pas du tout attendu. Blaise Compaoré semblait tellement fort depuis une trentaine d'années que personne n'imaginait un scénario dans lequel il pourrait être renversé par la volonté populaire, par un soulèvement populaire. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Il a été renversé par la pression populaire, et il a été remplacé par un politicien qui a travaillé avec lui, qui a été à ses côtés pendant un certain nombre d'années, puis qui a décidé d'aller dans l'opposition et de présenter sa candidature. Cela a permis à Roch Marc Christian Kaboré de devenir le président de son pays. Aujourd'hui, la scène politique burkinabé n'est peut-être pas aussi forte qu'elle l'a été dans les dernières années, mais il y a une reconstitution des forces qui s'effectue. Le chef de file de l'opposition n'est plus Zéphirin Diabré, c'est un quasi-inconnu qui est dans... Il est du parti, de l'ancien parti de Blaise Compaoré. Tout à fait. Donc ça montre qu'il y a un regain. Oui, ça montre qu'il y a un regain du parti de Blaise Compaoré au sein de la population. Il y a peut-être même une certaine nostalgie au sein de la population concernant Blaise Compaoré. Donc on ne peut pas sous-estimer tout cela. Il y a une recomposition qui est en cours. Il y a peut-être une transformation démocratique qui n'est pas encore mûre, mais qui est encore en mutation. Le modèle est en train de se constituer. Laissons-lui le temps de faire. Ce qui est bien, c'est que cela se fait encore dans la paix. Même si le Burkina Faso est aujourd'hui aux prises avec le djihadisme qui sévit dans l'ensemble du Sahel, il est quand même à saluer
que les batailles politiques n'enveniment pas la situation. La situation n'est peut-être pas bien gérée, elle n'est pas gérée de façon optimale, mais elle n'est pas aggravée par une crise politique à la tête de l'État, et c'est tant mieux. Au Niger, la première alternance démocratique a eu lieu, Louis Magloire Kebayo. Il faut dire que c'est Bazoum qui remplace son ami éternel, si on peut le dire, Issoufou. Mais on a vu les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées et surtout l'après-élection. Et les gens parlent de changement dans la continuité. Oui, c'est d'ailleurs ce que le président Mohamed Bazoum lui-même dit, hein, c'est-à-dire qu'il va continuer le chantier qu'a commencé son prédécesseur, c'est son allié politique. Ils se sont mis ensemble pour créer le PNDS Taraya, et aujourd'hui, ils ont fait 10 ans. C'est pas un parti qui est directement devenu un parti de gouvernement. Il a passé quelques années dans l'opposition, puis aujourd'hui, il a fait 10 ans à la tête de l'État, et le candidat qu'il présente, personnellement, je trouve que ça a été une réussite pour le président sortant, Mahamadou Issoufou, de faire élire un candidat au sein de son parti qui appartient à non pas une minorité, mais à une ultra-minorité dans son pays, c'est la minorité arabe. Il y a d'ailleurs eu un très gros débat sur la nationalité de Mohamed Bazoum. Ce débat-là, on peut l'avoir dans tous les pays. On l'a eu avec la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara est considéré comme burkinabé. On l'a eu au Zaïre, du temps de Mobutu, où certains disaient qu'il est centrafricain. Dans la plupart de nos pays, vu la manière dont les frontières ont été tracées, on retrouve toujours des groupes ethniques qui sont à cheval entre deux pays, et on pourrait accuser les gens d'être plutôt de l'autre pays. Idriss Déby, certains vous diront qu'il est soudanais, puisqu'il est Zagawa, et que les Zagawas sont à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Donc pour moi, c'était un faux débat. En revanche, le fait que l'alternance ait eu lieu et qu'on ait eu la possibilité de faire élire un candidat issu d'une ultra-minorité montre qu'aujourd'hui, il y a une espèce de maturité politique qui s'est produite au Niger, qui fait que non seulement on veut l'alternance, mais on permet à chacun d'estimer qu'il peut, même s'il appartient à une minorité ultra-minoritaire dans le pays, qu'on peut nourrir le rêve légitime de diriger ce pays-là, de le servir, y compris au plus haut sommet. Oui, au Ghana, le Ghana également, Louis Magloire Kebayo avait inquiété à un moment donné. Le président Nana Akufo-Addo a été élu, mais en face, John Mahama aussi revendiquait la victoire, et ça a entraîné des morts à Accra et partout. Oui, c'est de façon générale, quand nous sommes en Afrique francophone, nous estimons que nous sommes les mauvais élèves de la démocratie, que ce sont les autres qui font mieux, que le modèle colonial anglais a permis l'émergence, l'éclosion d'une conscience politique qu'on ne trouve pas toujours dans l'espace francophone, que la manière dont on gère le bien public dans l'espace anglophone n'est pas pareille que la façon dont on le gère dans les pays anglophones. Mais dans toutes ces règles-là, vous avez des exceptions. Prenez d'abord le Zimbabwe. C'est un pays qui a été une colonie anglaise. Il y a la même conscience politique qu'au Ghana ou au Togo. Mais vous avez vu comment le président Mugabe est parti du pouvoir. Et donc, je crois que nous ne devons plus nous enfermer dans ces considérations post-coloniales de perdants, de vaincus, qui font que on a des complexes dus au fait qu'on est noir ou qu'on est francophone. On comprend pas grand-chose à la démocratie. On voit l'exemple de l'Ouganda également, lui, Magloire. Il y a l'exemple de l'Ouganda aussi. Je disais tout ça pour dire que aujourd'hui au Ghana, les hommes sont les mêmes qu'en Gambie, qu'au Togo, qu'en Ouganda et ailleurs. Et donc, ils peuvent par moment avoir leur mauvais côté qui prend le dessus sur le bon. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment de garde-fous pour empêcher que ces dérives-là viennent entacher le modèle démocratique du pays et viennent empêcher que le fonctionnement normal des institutions s'opère. Il y a eu ces dérives, heureusement elles ont été contenues et la vie a continué sur le plan démocratique. Tant mieux pour le Ghana. Au Togo, le président fort et sans Gnassingbé garde son fauteuil. En face, on a eu l'opposition divisée, mais jusqu'alors, Gabriel Mensah-Guéomé revendique la victoire. Oui, j'ai commis avec, vous le savez, j'ai écrit avec Jean-Paul Agbo Awelete ce livre-là sur le Togo, une démocratie en construction. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je rappelle cela, c'est que la vie politique togolaise, si on la prend à partir de 2005, on a l'impression que le pays
est resté dans un empirisme et surtout dans des pratiques qui ne sont pas encouragées. Voilà. Il y a eu une mutation. D'abord, la relation avec la France a énormément évolué. Pendant très très longtemps, les deux chefs d'État du Togo et de la France étaient plus que des homologues. C'était le président Chirac disait que c'est son ami et son frère, voilà. Le président Gnassingbé Eyadema. Cela a évolué. On n'a plus aujourd'hui un président français qui considère qu'il a une relation fraternelle, amicale, personnelle avec un président au Togo. Déjà, ce changement-là est très important parce qu'on sort de la sphère de la France-Afrique qui a été la manière de gouverner dans laquelle, même si on n'avait pas de légitimité, on pouvait compter sur le parapluie français pour garder son pouvoir, son fauteuil. Le Togo n'est plus dans ce schéma. Et puis, il y a eu toutes les réformes politiques, il y a eu tous les cadres de concertation qui ont été créés pour permettre à l'opposition et au gouvernement de dialoguer au-delà de ce qui se passe dans la rue. Donc, je crois que tout ça est important. Il faut déjà saluer ce chemin qui a été parcouru sur le plan démocratique par le Togo. Après une élection, quand on la perd, on peut contester, on peut déposer des recours, ces recours peuvent être étudiés. Si les personnes qui étudient les recours vous donnent raison, tant mieux. On a vu aux États-Unis, encore une fois, je reprends l'exemple des États-Unis pour dire que Donald Trump n'a pas reconnu sa défaite. Jusqu'au bout, il ne l'a pas reconnu. Mais est-ce que vous voyez Donald Trump aujourd'hui se présenter comme le président élu des Américains? Il a tourné la page. Et je crois qu'il faut savoir tourner la page par moment. Quand on a perdu, que l'échec a été confirmé, il faut se battre autrement. La vie n'existe pas qu'à la vie politique, j'entends, ne se limite pas aux élections. Il y a d'autres batailles qui peuvent être menées. Il y a la bataille, par exemple, de la conscientisation. Pardon, il y a la bataille de la conscientisation politique des populations. Là, il y a une situation de crise sanitaire. J'aimerais bien entendre ce que l'opposition a proposé là-dessus. J'aimerais qu'elle titille un peu plus le gouvernement sur la manière dont la politique de lutte contre la pandémie est menée. Il y a un problème de pauvreté qui est en train d'être résorbé. Bien ou mal, c'est à l'opposition de dire si elle trouve que c'est bien fait ou pas. Il y a de nombreux autres combats qui sont menés sur le plan diplomatique et je crois que sur tous ces terrains-là, il est important d'entendre l'opposition qui ne doit pas attendre d'être aux affaires pour proposer un modèle social alternatif. C'est à partir de maintenant qu'on le fait. Et parce qu'on l'a bien fait, au moment de l'élection, on peut avoir la sympathie des électeurs ou pas. Mais si on attend l'élection pour dire pendant 5 ans, je n'ai pas eu d'histoire à vous raconter, et là j'ai un conte de fées à vous proposer, je pense que c'est pas toujours évident. Les miracles ont existé à une certaine époque. Je ne suis pas certain qu'on puisse en reproduire aujourd'hui, y compris sur la scène politique. Lumagoula, quand on voit aujourd'hui la Mauritanie, est-ce que vous pensez que le cas de la Mauritanie peut se reproduire peut-être au Niger, ou bien le cas de l'Angola peut se reproduire au Niger, puisque l'actuel président est en train de, si on peut le dire entre griffes, de mener la vie dure à son prédécesseur, qu'il a choisi, si on peut le dire ainsi. Alors, dès le début de l'émission, comme je vous le disais, je ne pense pas qu'on puisse reproduire les modèles. Ouais. Quels que soient les cas de figure, il y a des spécificités dans chacun des pays qui font que si vous voulez reproduire si vous voulez reproduire à l'identique un modèle dans un pays et le transposer dans l'autre, vous avez de fortes chances que la greffe ne prenne pas. Donc, de mon point de vue, c'est pas possible de reproduire les modèles. En revanche, il est possible que certaines circonstances amènent les rivalités politiques à se traduire en rivalité d'hommes, en combat d'hommes. Et donc, de ce point de vue, rien n'est exclu. Que ce soit en Mauritanie, là, le cas s'est déjà produit, mais au Niger, on n'en est qu'au début de la gouvernance. Et si je m'en tiens à ce que le président Bazoum a dit, il n'y a pas de parapluie. C'est-à-dire ni la famille politique, et encore moins le fait que vous vous réclamez de sa proximité ne vous protégera si vous avez à répondre devant la loi d'actes que vous avez commis et qui sont passibles de sanctions. Ça signifie très clairement qu'il ne protégera personne. Il n'y aura pas de médiation qui feront que si vous avez enfreint aux règles de la République, vous ne soyez pas puni. Je pense que c'est un bon signal. Et s'il le fait dans le respect des règles fixées par la loi, je pense que ce ne sera pas une chasse à l'homme, ce sera quelque chose de normal, de légitime dans le fonctionnement d'une démocratie. Vous commettez une erreur, vous payez pour l'erreur que vous avez commise, et puis la vie continue. Au Mali, vous l'aviez dit d'entrée, la junte militaire est venue déposer le pouvoir de l'ancien président Ibeka. On a vu la CEDEAO qui s'est érigée comme policier, mais la transition, comme ça se passe au Mali, on la voit.
C'est un cas très compliqué parce qu'on aurait pu avoir le même schéma qu'en Gambie, où la CEDEAO a vraiment montré les muscles et cela a permis de changer la position qui était celle de Yaya Jammeh, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Dans le cas du Mali, c'était très compliqué parce que ce n'était pas à proprement parler un coup d'État pour les militaires et pour les populations. La population a estimé que l'intervention de la CEDEAO n'était pas opportune parce que pendant toutes les périodes, la période où le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta était contesté, on n'a pas entendu la CEDEAO. Et donc, ils se sont dit au niveau du Mali, si vous n'étiez pas là pendant que nous crions notre volonté de tourner la page Ibrahim Boubacar Keïta, d'entendre les doléances de la population qui n'en tenait plus par rapport à la manière dont elle était gouvernée, vous n'avez rien à dire aujourd'hui. Nous avons réglé notre problème et on n'a pas besoin d'entendre votre avis là-dessus. Je pense que cette crise de légitimité qui a traversé la CEDEAO, on l'a d'abord vu ici au Togo, dans la médiation qu'il y a eu, d'abord par le président Alpha Condé, ensuite par le président ghanéen. On a vu que ça n'a pas été forcément bien accueilli par les populations. On l'a vu également dans le cas du Mali. Mais si on voit de façon générale, les institutions africaines aujourd'hui et les politiciens africains sont dans une phase de crise de confiance très profonde. Comment on règle cela? C'est en étant plus proche des populations, c'est en écoutant davantage ce qui est dit par les populations et en y répondant. On n'est pas obligé d'y répondre positivement, mais il faut qu'on entende qu'il y a un dialogue qui s'opère entre les acteurs politiques et les administrés, que les uns et les autres arrivent à discuter de façon saine et sereine de la situation de leur pays. Si cela n'arrive pas, malheureusement, la crise, le fossé qui sépare aujourd'hui les dirigeants de leur population va continuer de se creuser et la CEDEAO ainsi que les gouvernements tomberont dans ce fossé-là. Voilà, donc je pense que c'est dommage, mais qu'il faut continuer, surtout maintenant que nous sommes en train de voir naître cette zone de libre-échange continentale africaine qui viendra en appui à la zone de libre, enfin à la libre circulation des biens des personnes qui existent déjà en Afrique de l'Ouest. Je pense que tout cela doit être encouragé, mais qu'on ne doit pas mettre de côté le dialogue social entre administrés et politiciens. Lu Magloire Kemayo, vous êtes journaliste et écrivain, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci de votre invitation. Merci. On marque une petite pause et on revient pour Regard Croisé.